Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Alors c'est vrai que voilà, c'est les petits déjeuners de l'écoute, c'est la deuxième édition. Covid est passé par là, donc on n'a pas pu en faire plus, mais voilà, l'idée pour nous c'est de continuer à en faire. Alors comment on arrive à pouvoir mettre en place ça, c'est que comme vous le savez, je pense, 6 associations, c'est beaucoup d'écoutants qui sont au téléphone, au mail, au chat, qui font un énorme boulot, un très beau boulot d'information, d'orientation, mais également de témoignages. Et justement, c'est par ces témoignages, puisqu'ils font remonter toutes les informations qu'ils ont à l'écoute, qu'on peut nourrir la réflexion, qu'on peut avoir des sujets. Et du coup, nous, l'objectif de ces petits déjeuners, c'est vraiment, comme je le dis, nourrir le débat, apporter des sujets qui sont des préoccupations qu'on peut retrouver par rapport aux gens qui nous sollicitent et des problématiques que nous, on observe aussi. C'est pour ça qu'on a souhaité que vous travaillez, et, en tout cas avec les partenaires que vous êtes, pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice de la santé publique, justement par ces thématiques qui peuvent poser problème. Et aujourd'hui, on a choisi la PrEP chez les femmes. Alors la PrEP, je pense qu'on sait tous à peu près ce que c'est, et on sait que c'est beaucoup utilisé chez les populations HSH. Et on s'est dit, et les femmes? Et ça a été une des préoccupations. Donc on a regardé à travers les sollicitations que nous avons, quid de l'utilisation de la PrEP chez les femmes. Donc pour ça, je vais laisser le docteur Radia Djebar, qui est la coordinatrice scientifique de 6 associations, qui va vous faire l'état des lieux de ce que nous, on entend. Alors c'est ce que nous, on entend, c'est pas forcément ce qui se passe dans la population générale, mais c'est ce qu'on entend. Donc voilà, ça c'est un petit reflet des préoccupations. Puis nous avons 2 autres intervenantes que je vais laisser Nathalie après vous les présenter, mais il y a quelqu'un du Cégide et du Bus des femmes. Je pense que c'est important de voir un peu l'approche et les freins éventuellement de cette utilisation chez les femmes. Et du coup, qu'on puisse discuter, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut faire pour que les femmes puissent se saisir de ce formidable outil de prévention du VIH qui est bien utilisé dans la population HSH. Merci encore de votre présence. Donc, je vais laisser sans plus tarder la parole au docteur Radia Djebar. Alors, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je suis le docteur Budge et je suis la directrice de 6 associations. Merci. Bonjour et merci d'être là ce matin parmi nous pour discuter de la PrEP chez les femmes. Alors, moi, je vais vous parler ce matin de ce que nous avons entendu, comme vient de vous dire le docteur Aram Budge, des recours à nos dispositifs au cours des 2 années précédentes, de janvier 2020 à décembre 2021, donc le recours des femmes sur le sujet de la PrEP. On a regardé nos chiffres, on a regardé ce qu'elles ont dit, et puis on vous le rapporte aujourd'hui. Je vous avais fait une petite diapo, mais le docteur Aram Budge vient de vous expliquer, parce que vous auriez pu vous étonner que SIDA Info Service, qui est un dispositif qui répond historiquement sur le VIH, s'intéresse subitement à la PrEP. Et en fait, on s'intéresse à beaucoup d'autres choses. Et SIDA Info Service, aux 6 associations actuellement, maintenant, reçoit environ 100 000 sollicitations par année. Sur ces 100 000, certaines vont être à contenu, vont être analysées par l'Observatoire, et d'autres ne seront pas contenues. Donc ces sollicitations qui sont à contenu sont analysées par notre service, un service qu'on appelle l'Observatoire. Elles sont analysées sur un plan quantitatif et qualitatif, et l'analyse se fait à partir des données collectées par les écoutants. En effet, les écoutants remplissent ce qu'on appelle une fiche d'appel après chaque sollicitation, que ce soit un mail, un appel téléphonique ou un chat. Et une des missions de SIDA Info Service, Aram vient de le dire, c'est le témoignage. Et donc, à partir de ce témoignage, informer sur l'état des besoins
des populations en matière de santé sexuelle. Toutes ces dernières années, et puis de faire des rapports d'activité annuels, et également des rapports d'activité thématiques en fonction du moment et en fonction des thèmes d'actualité. Toutes ces dernières années, en faisant notre rapport d'activité annuel, on remarquait que les femmes nous sollicitaient moins que les hommes, tous thèmes confondus. Et ces 2 dernières années, avec l'Observatoire, on s'est penché plus particulièrement sur certains thèmes, comme le TPE, comme la PrEP, et on s'est rendu compte que les femmes nous sollicitaient extrêmement peu sur la PrEP comparé aux hommes. Et on a regardé ce qui se passait en dehors de ces infoservices et on s'est rendu compte que nos chiffres correspondaient à peu près aux différentes publications sur la PrEP chez les femmes. Comme on le sait, la PrEP donc, est disponible en France depuis 2016. Elle est à destination de toutes les personnes qui prennent un risque de contamination par le VIH. Elle a connu un grand essor et les cliniciens, les prescripteurs ont largement dépassé les premières indications et contre-indications émises par la HAS en 2019, qui étaient très restrictives. Actuellement, les prescripteurs prescrivent la PrEP à des populations de façon beaucoup plus large que ce qui a été recommandé pour éviter que les personnes soient contaminées. Mais en regardant les chiffres, et à l'instar de tous les pays où elle est disponible, ce qu'on remarque, c'est qu'en France, le nombre de femmes qui sont sous PrEP est extrêmement faible et représente 3% de l'ensemble des personnes qui sont sous PrEP. Donc il y a 3% de femmes et 97% d'hommes qui sont sous PrEP. On pourrait se dire, parce que ce chiffre est officiel, il est communiqué par Epiphar, donc il est officiel. On pourrait se dire, eh bien, il y a 3%, personne ne fait rien, parce que les femmes prennent moins de risques. Elles ne se contaminent pas par le VIH. Donc pourquoi on va se prendre la tête à aller trouver des solutions pour les mettre sous PrEP? Mais en regardant les chiffres par exemple de SPF, sur les chiffres de 2021 sur les nouvelles contaminations, on se rend bien compte que non, ce n'est pas vrai, les femmes aussi prennent des risques, puisque 30% des nouvelles contaminations par le VIH concernent des femmes. Et qu'à l'échelle mondiale, les femmes représentent 53% des personnes vivant avec le VIH. Donc il y a un vrai besoin de trouver une solution pour protéger ces femmes. Chez nous, entre janvier 2020 et décembre 2021, le nombre de sollicitations, je vous parlais de sollicitations à contenu, donc le nombre de sollicitations à contenu qui a été analysé par l'Observatoire est de près de 166 000. Sur l'ensemble de ces sollicitations, la PrEP apparaît comme le deuxième moyen de prévention abordé ou mentionné par les appelants. C'est-à-dire que sur notre fiche d'appel que les écoutants remplissent, il y a le thème prévention. Quand le thème prévention est coché parce que l'appelant ou l'écoutant a parlé de prévention, le deuxième mode de prévention abordé, c'est la PrEP. Et nous avons reçu, donc, sur cette même période, 7226 sollicitations qui parlent de PrEP. Donc, on peut en conclure que la PrEP apparaît comme un sujet d'intérêt pour nos populations. 7226 communications sur la PrEP. Donc, c'est un sujet qui intéresse, ou en tous les cas qui motive les appels de nos usagers, mais malheureusement dans des proportions inégales selon le genre des usagers. Ainsi, si de façon générale, comme je vous le disais au début, les femmes nous sollicitent moins que les hommes sur tous les thèmes confondus, elles représentent un peu moins du quart, ça varie selon les années entre 21 et 24%, le reste ce sont des hommes. On s'est rendu compte que sur la PrEP, le nombre de femmes qui nous sollicitaient était extrêmement faible, représentait 2% des 7200 personnes qui nous ont sollicité sur la PrEP. C'est-à-dire que sur les 7200 et quelques personnes qui ont parlé de PrEP, 152 étaient des femmes et le reste étaient des hommes. Et sur cette même période, donc sur les 152 femmes qui nous ont sollicité, 71%
se disaient sous PrEP. Donc si on regarde un petit graphique pour résumer, sur l'ensemble des sollicitations, donc les 166 000, on a 125 000 sollicitations qui proviennent d'hommes, 40 661 sollicitations qui proviennent de femmes. Et quand on parle de PrEP, 152 femmes parlent de PrEP, quand 7 000 hommes parlent de PrEP. Et les personnes qui sont sous PrEP, 71 femmes se déclarent sous PrEP quand elles nous appellent, quand 4 800 hommes se déclarent sous PrEP. Donc si on regarde la proportion de femmes sous PrEP par rapport à l'ensemble des personnes qui nous ont sollicité et qui nous ont dit être sous PrEP, les femmes représentent 1% de ces personnes qui sont sous PrEP. Donc c'est un chiffre ridicule, extrêmement faible. On a regardé le profil des femmes qui nous appellent au sujet de la PrEP. Elles sont dans une fourchette d'âge très large. Elles ont entre 17 et 68 ans, avec un âge moyen de 33 ans. Et ce qui est important à retenir, c'est que leur motivation en nous appelant, est de trouver un outil pour accroître leur autonomie et leur maîtrise dans leur protection contre le VIH. Donc elles sont vraiment dans le thème de la PrEP. Elles veulent se prémunir et se protéger. Elles cherchent un outil qui les rend autonomes dans leur protection. Et de fait, qu'elles soient sous ou non sous PrEP, que la PrEP soit abordée par la plante ou par l'écoutant, parce que très souvent, comme vous verrez dans le verbatim, la personne qui appelle n'appelle pas pour la PrEP. Elle appelle pour chercher un moyen de protection. Et c'est l'écoutant qui lui parle de la PrEP. Donc que l'appel provienne des écoutants, que le sujet de la PrEP soit abordé par l'écoutant ou par la plante. Ce qui ressort, c'est que toutes ces femmes qui nous appellent au sujet de la PrEP rapportent des activités sexuelles régulières ou occasionnelles impliquant un risque important pour le VIH. Ainsi, voici les situations qu'elles abordent, en tous les cas qu'elles décrivent comme étant leur situation. Elles ont des rapports sexuels rémunérés, ou alors elles jouent dans des films pornographiques. Elles ont des rapports sexuels non protégés et réguliers avec des partenaires multiples dont le statut sérologique est inconnu. Elles sont en couple ou en relation régulière avec un partenaire vivant avec le VIH qui refuse le traitement ou qui est à son début de traitement et donc qui a une charge virale détectable. Certaines sont en couple ou en relation régulière avec des partenaires qui vivent dans des zones à haute prévalence pour le VIH et le partenaire ne connaît pas son statut ou est positif et refuse le préservatif. Et pour certaines, elles ont eu recours fréquemment au TPE. Donc si on regarde leur situation, elles sont réellement dans les recommandations ou les indications au TPE. Et si on regarde leurs appels, les thèmes sur lesquels elles appellent, on se rend compte que les femmes sont beaucoup moins renseignées que les hommes. Je vous ai mis quelques verbatims pour les hommes et pour les femmes. Donc les hommes qui nous sollicitent, ils demandent des précisions. En fait, ils sont au courant de ce qu'est la PrEP. Ils nous sollicitent sur des modalités de prise de la PrEP ou alors ils parlent d'une situation singulière. Et ils veulent savoir si la PrEP les protège ou ne les protège pas. Ainsi, cet homme de 28 ans qui a oublié sa deuxième prise, il l'a prise en 12 heures plus tard que ce qu'il aurait dû faire et il appelle pour savoir s'il faut qu'il aille à l'hôpital pour un TPE ou pas. Ou le deuxième qui a arrêté la PrEP pendant plusieurs semaines parce qu'il était sous anti-inflammatoire et qu'à cause des risques de rénaux, son médecin lui a recommandé d'arrêter la PrEP. Il la reprend de façon discontinue, mais a quand même peur pour ses reins. Donc il appelle les écoutants pour savoir s'il y avait un risque ou pas. Cet homme de 45 ans qui dit avoir pris la PrEP 1h30, c'est-à-dire le booster de 2 comprimés, au lieu de le prendre 2 heures avant le rapport sexuel, il l'a pris 1h30 avant le rapport sexuel. Celui-là, 25 ans, qui rapporte une situation un peu particulière où il a eu 2 rapports sexuels successifs et s'inquiète pour le deuxième
partenaires qui n'avaient pas de PrEP en se disant, mais si jamais il y avait du sperme du premier, est-ce qu'il y a un risque? Donc vous voyez que les hommes ne nous appellent pas pour savoir qu'est-ce que c'est la PrEP, comment je la prends, etc. Ils nous appellent parce qu'ils ont une situation particulière sur laquelle ils veulent être aidés par les écoutants. Quant aux femmes, elles appellent sur des aspects très généraux. Et ce qu'on a remarqué, que même celles qui sont sous traitement, qui sont déjà sous prophylaxie, un certain nombre ne maîtrisent pas la PrEP. Elles n'ont pas eu les explications nécessaires, elles n'ont pas les informations et appellent les écoutants pour avoir plus d'informations. Nous verrons quelques exemples dans les verbatims. Et quand elles connaissent la finalité, elles s'interrogent sur la fiabilité, sur l'étendue de la protection, les effets secondaires, et certaines se demandent si elles peuvent prendre la PrEP en discontinu. Quant à celles qui n'appellent pas pour la PrEP, mais la PrEP est soulevée par l'écoutant, la majorité, elles ne savaient pas du tout que ce mode de prévention existait. Quelques verbatims pour les femmes. Un de mes clients me propose de payer plus cher à condition que je lui fasse des fellations sans protection. Donc elle ne savait pas quoi faire, elle avait envie mais elle avait peur de la PrEP. Donc c'est l'écoutant elle avait peur de l'infection par le VIH. Donc c'est l'écoutant qui lui dit mais la PrEP existe, elle pourrait vous protéger. Cette dame ne savait pas que ce moyen existait. La deuxième, je souhaite des renseignements sur la PrEP. C'est un centre de dépistage qui lui a parlé de la PrEP parce que elle a des rapports tarifiés avec des hommes qui ne se protègent pas. Et pareil, donc elle vient d'un centre de dépistage et appelle les écoutants parce qu'elle n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Elle veut plus d'informations sur la PrEP. Cette dame qui veut savoir s'il y a un risque parce qu'elle a eu un rapport sexuel, un début de rapport sexuel, de pénétration, dit-elle, avec un partenaire infecté à la naissance et qui ne prend plus son traitement. Donc c'est l'écoutant qui lui a parlé de PrEP. Donc vous voyez, le type de questionnement est vraiment très différent. Et cette dame de 25 ans qui est sous PrEP depuis 4 mois et qui appelle pour dire « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ?» Donc après 4 mois de prise de PrEP, elle appelle parce que, en fait, elle a eu la PrEP prescrite assez rapidement par le médecin parce qu'elle partait en Afrique de façon urgente. Et donc, elle partait en Afrique parce que son fiancé vit en Afrique alors qu'elle vit en France. Donc le médecin, c'est très bien, lui a prescrit de la PrEP pour se protéger pendant son séjour en Afrique, mais ne lui a pas donné les explications nécessaires ou utiles. Et donc il a rappelé, alors qu'elle prenait la PrEP depuis 4 mois, pour savoir de quoi il s'agissait, si elle continuait, etc. Et la dernière qui demandait si elle pouvait changer, qui est sous PrEP et qui pouvait demander si elle pouvait passer de la mode en continu à la prise en discontinu. Donc, vous voyez les questions des femmes. Je finis sur, pour l'analyse de la PrEP, je finis sur cette question. Quand on regarde nos usagères, 47% de celles qui nous ont appelées sont déjà sous PrEP. C'est-à-dire que près de la moitié est déjà sous PrEP. Si on divise 71 donc, par 152, la moitié des femmes sont sous PrEP. Donc la question légitime qui se pose, que nous nous posons tous, c'est si elles étaient plus et mieux renseignées, ces femmes, est-ce qu'elles prendraient, est-ce qu'elles adhéreraient, est-ce qu'elles seraient plus nombreuses à prendre la PrEP? Est-ce que les femmes ne prennent pas la PrEP parce qu'elles n'ont pas d'informations ou parce qu'elles ne veulent pas de la PrEP? Si on se dit 47% de celles qui parlent de PrEP sont déjà sous PrEP, peut-être que si on les informe un peu plus, elles prendraient plus facilement la PrEP. En tout cas, c'est la question qu'on se pose actuellement. Et pour conclure mon intervention, on s'attendait depuis le remboursement de la sécurité sociale et surtout depuis l'étendue de la prescription, la facilité de la prescription par tous les médecins généralistes, on s'attendait à ce qu'il y ait un véritable essor parmi l'ensemble des populations cibles. Et on constate que malheureusement, non, la PrEP reste très faiblement promue et prescrite aux femmes en France. Il ressort des échanges sur la PrEP avec nos écoutants que celles qui nous appellent sont nombreuses à se trouver dans des situations pour lesquelles la PrEP pourrait être un véritable outil de protection. Ce manque de connaissance de la PrEP
pour nous, traduit la faible. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'explique, qu'on essaie de trouver une explication. Une des raisons de la moindre étendue et la moindre connaissance de la PrEP par les femmes est peut-être la faible communication qui en est faite auprès d'elles. Mais également, le fait que la PrEP chez les femmes est beaucoup moins documentée. Il n'y a pas d'études chez la femme. Ainsi, les modalités de prescription et de prise de la PrEP chez l'homme n'ont cessé de se simplifier. On est passé d'une PrEP prise d'une certaine manière très rigide à une façon de la prescrire et de la prendre qui est beaucoup plus facile. Et c'est peut-être aussi cette absence d'études qui motive le nombre très faible de femmes qui sont sous PrEP. Merci pour votre attention et je passe la parole à Nathalie. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il y aura une séance questions beaucoup plus longue, mais est-ce que là, à chaud, comme ça, avant de les oublier, vous avez quelques questions à poser à Radia? Ou sinon, on fera à la fin des interventions. Moi, l'augmentation du pourcentage des femmes PVIH, parce que moi, je m'étais arrêté à 51%. Il y a eu, vous savez, l'augmentation, sur quelle année elle s'est faite, du nombre de femmes PVIH? Dans le monde? Dans le monde? C'est ça, oui, dans le monde. Ouais. C'était dans le monde, 53% dans le monde. Oui, c'est ça, oui. Mais moi, je m'étais arrêté à 51% en 2019. En tout cas, j'ai mis la référence dans mon... On vous enverra les diapos. J'ai mis ma référence sur la... Et c'est le dernier chiffre, parce que les femmes se contaminent de plus en plus dans le monde. Oui, il y a une augmentation des contaminations. Même en France, on reste quand même à 1/3 de nouvelles contaminations chez les femmes, malgré tous les moyens de communication et les moyens dont on dispose en France. Donc c'est énorme, 30%. Donc le docteur Valériane Le Tambay sera donc notre prochaine intervenante. Donc elle est praticienne à l'hôpital. Donc oui, moi je suis Valériane Le Tambay, je suis médecin au CEGID de l'hôpital de Montreuil et je m'occupe entre autres donc, du centre de dépistage, de la PrEP et j'ai aussi une consultation de maladies infectieuses très orientées, VIH et hépatite virale. Donc je remercie SIDA Info Service qui m'a proposé de participer du coup à ce petit déjeuner de l'écoute. Et puis j'en profite puisque au CEGID, on a quand même une grande partie de nos usagers qui viennent sur recommandation de SIDA Info Service puisqu'on leur demande systématiquement comment est-ce qu'ils ont entendu parler du centre de dépistage de Montreuil. Et pour beaucoup, c'est via SIDA Info Service. Donc de manière très pratique, on a un impact direct de ce que SIDA Info Service propose dans nos patients. Donc, pour résumer, donc moi je travaille donc en CEGID hospitalier, donc je veux bien le préciser puisqu'il y a différents types de centres de dépistage. Donc moi c'est le centre de dépistage de l'hôpital de Montreuil. Donc on est situé en Seine-Saint-Denis avec donc une forte prévalence du VIH dans le département, avec une épidémie cachée, enfin beaucoup de caractéristiques qu'on connaît sur le département, mais donc il faut bien savoir que c'est un CEGID, c'est juste le regard d'un CEGID et on ne peut pas forcément généraliser à partir de nos données. Donc dans notre CEGID, on propose de faire du dépistage, de traitement des IST, de la PrEP, de la contraception, de la vaccination, des actions hors les murs. C'est un CEGID où c'est gratuit, confidentiel. Et donc on a une équipe pluridisciplinaire avec donc 2 médecins, une infirmière en santé sexuelle, une sage-femme, une psychologue orientée psychotrauma, une secrétaire, une assistante sociale, un médiateur en santé et un juriste. Dans l'offre de PrEP, donc nous, qu'est-ce qu'on propose au CEGID? Donc c'est des rendez-vous PrEP donc sur rendez-vous. Les patients qui consultent en PrEP sont soit orientés par le CEGID, c'est-à-dire des patients qui sont venus faire un dépistage chez qui le médecin a considéré a proposé la PrEP et le patient, enfin l'usager a accepté. Et donc c'est comme ça qu'il se retrouve en consultation PrEP ou parfois à l'initiative directe du patient qui a pris un rendez-vous PrEP directement auprès du secrétariat. On a une seule vacation hebdomadaire, donc depuis 2018.
Et donc, on est aussi accompagné avec les médiateurs d'aide pour l'éducation thérapeutique. C'est des consultations qui sont gratuites. Les patients ont possibilité de faire le bilan PrEP donc au Cégide de manière gratuite. Et si jamais il n'y a pas de sécurité sociale, puisqu'il y a une partie de nos patients qui sont précaires, on a possibilité de leur délivrer la PrEP sans avoir besoin d'un type d'aide médicale ou de sécurité sociale. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Donc, pour rappel, les derniers chiffres donc, du VIH en France en 2020, donc, il y a eu 4 856 nouvelles découvertes d'infection par le VIH, 30% chez les femmes. Et donc 51% des contaminations étaient chez des personnes nées à l'étranger et 70% des contaminations chez des hétérosexuels nés à l'étranger. Donc, quelles sont les femmes les plus à risque de contamination pour le VIH? Puisque, effectivement, on parle de PrEP et femmes, mais femmes, ça veut tout dire et rien dire. Nous, on a donc identifié des populations cibles, des populations où il y a une forte prévalence du VIH, donc qui sont les hétérosexuels nés à l'étranger, les travailleuses du sexe et les utilisatrices de drogues injectables. Donc finalement, le but de promouvoir la PrEP, ça va être plutôt chez ces femmes-là en particulier et pas forcément chez d'autres femmes. Donc pour faire une redite, qui prend la PrEP en France? Effectivement, les données Epipharr montrent que 97% des personnes qui prennent la PrEP en France sont des hommes. Ils ont en moyenne 37 ans. Ils résident en Île-de-France pour 43% d'entre eux. Il y a très peu de personnes précaires, puisqu'il y a seulement 1% de personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Et donc la PrEP, elle est délivrée essentiellement à l'hôpital, alors qu'il existe donc des Cégides départementaux, donc hors hôpitaux, et des Cégides et des médecins généralistes qui peuvent prescrire la PrEP. Mais étant donné que c'était des données de 2020, je crois qu'à l'époque, je ne pense pas qu'ils ont comptabilisé les nouvelles données suite à l'autorisation des médecins généralistes de primo prescrire la PrEP. Il faut savoir que les médecins généralistes peuvent maintenant faire une première prescription de PrEP, mais avant, ils pouvaient quand même la renouveler. Donc, il y avait quand même possibilité que la PrEP soit délivrée via des médecins généralistes, même avant la nouvelle mesure de primo-prescription de PrEP. Donc nous, en 2021, quelle était notre file active? Donc le nombre de personnes qu'on suivait à l'hôpital de Montreuil. Donc on a une file active qui est toute petite. Là, j'entendais dernièrement les files actives de Saint-Louis où ils ont des milliers de patients. On est clairement loin du compte, d'accord? Donc nous, on a 113 patients qu'on suit régulièrement. Donc il y a 104 hommes, 8 femmes et une femme trans. Donc ce qui veut dire qu'on est à peu près aux 7%. Alors un peu mieux, mais sur notre petite file active, c'est pas forcément très représentatif, mais voilà, on est dans les moyennes nationales à peu près du taux de femmes sous PrEP. L'âge moyen est de 39 ans, donc ce qui est à peu près pareil que les données Epipharr. Et donc on a par contre, nous, à peu près 35% des personnes sous PrEP qui sont nées à l'étranger. Donc, dans nos femmes, donc les femmes hétérosexuelles qu'on a, 6 sont nées en France et 2 au Brésil. Alors, il faut savoir que justement, nous, on a ma co-médecin du centre de dépistage, elle parle portugais. Voilà. Donc, on a une forte communauté brésilienne notamment qui, par bouche à oreille, a su qu'il y avait une médecin lusophone. Et donc, où c'est plus simple pour eux de passer par elle. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de bouche à oreille à ce niveau-là. Donc, l'âge moyen était de 36 ans. On a donc 4 travailleuses du sexe, 2 personnes qui se définissent comme libertines, et on n'a aucun usager de drogue injectable. Alors, attendez, oui, je vais juste revenir. Justement, ces femmes, comment est-ce qu'elles sont arrivées à prendre la PrEP? Alors, pour les 2 personnes qui sont les 2 brésiliennes, en l'occurrence, elles sont travailleuses du sexe et elles sont arrivées parce qu'elles connaissaient déjà la PrEP. Sur les autres personnes qu'on a, on a 2 femmes libertines.
La première est arrivée il y a 3-4 ans et est arrivée pour faire un bilan de dépistage et donc a expliqué au médecin justement qu'elle avait plusieurs partenaires, que les rapports n'étaient pas forcément protégés à chaque fois et donc le médecin a proposé la PrEP. Donc ça a été sur initiative du médecin. L'autre personne qui est arrivée il y a 1 an, justement, je pense qu'il y a aussi une différence de temps, enfin, il y a une différence de connaissance de la PrEP aussi via le temps, qui, elle, est arrivée effectivement en tant que libertine et connaissait la PrEP. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution aussi dans le mode de connaissance de la PrEP chez les femmes, même si effectivement c'est des tout petits effectifs, mais quand même on voit avec le temps qu'il y a une différence de connaissance. Et puis donc pour les travailleuses du sexe, ça a été à chaque fois, donc en dehors de nos patientes brésiliennes, ça a été à chaque fois sur initiative du médecin. Ça me permet d'enchaîner parce que la semaine dernière, donc c'est vraiment dans le présent, on a une jeune fille de 22 ans qui est arrivée pour consulter au centre de dépistage. Donc 22 ans, née en Afrique subsaharienne, mais a grandi toute sa vie en France, qui est escorte, donc travailleuse du sexe depuis 3 ans, et qui est venue avec la brochure de aide sur la PrEP que son médecin traitant lui avait donnée. Et donc qui est venue pour demander la PrEP via son travail. Donc je pense que voilà, la communication est de plus en plus importante, certainement pas assez, mais voilà, c'est le genre, c'était tout récent, donc ça date d'il y a 1 semaine. Donc j'espère que voilà, on va avoir de plus en plus de promotion de la PrEP globale et que les canaux pour arriver dans la PrEP seront plus pluridisciplinaires que ce qu'on a jusqu'à présent. Donc tout à l'heure, c'est ce qu'on parlait de ça aussi, des limites. Donc pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes sous PrEP ? Donc une des premières limites, c'est donc lié à la prise du traitement, puisqu'effectivement, les femmes ont un schéma qui est strictement en continu, contrairement aux hommes qui ont cette possibilité d'avoir un schéma à la demande. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut donc dans l'avenir éventuellement changer ça ? Il y a en ce moment des essais sur la PrEP injectable. Donc ce serait donc une injection tous les 2 mois. Alors, il faudrait que je vérifie si dans l'AMM, parce que pour l'instant, l'AMM, elle est spécifique pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, mais à voir si cette AMM pourrait évoluer. Et puis, il y a d'autres méthodes qui sont, alors justement, clairement en recherche, mais c'est des choses dont on parle, c'est les combinaisons donc, sous forme d'implants, contraception PrEP, par exemple. Donc, ça pourrait être aussi une solution. Après, ça me fait penser que je discutais avec notre sage-femme la semaine dernière qui disait que nos travailleuses du sexe, on a eu beaucoup de mal aussi à leur mettre des implants. Donc, est-ce qu'on aura aussi de mal à mettre l'implant combiné avec la PrEP ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des options qui pourraient changer un peu la thérapeutique. Mais les limites, elles ne sont pas que liées à la prise de traitement. Il y a la population aussi. Donc, ce que je disais au début, c'était qui sont nos femmes, enfin les femmes qui sont à risque. C'est des femmes qui sont plus précaires que les autres. Et donc, il y a cette notion de hiérarchisation des priorités de l'existence qui fait qu'à un moment, si on n'a pas de toit, si on ne mange pas à sa faim, notre santé sexuelle, c'est clairement pas notre priorité. Donc, il y a cette notion de dire que si on veut mettre des femmes sous PrEP, notamment ces femmes précaires, en parlant que de la PrEP, en fait, ça ne fonctionnera pas puisque elles auront d'autres priorités. Donc, l'importance d'avoir des offres de soins plus élargies, ou en tout cas qui correspondent aux problématiques urgentes, en tout cas ressenties comme urgentes de ces femmes, qui ne sont pas forcément la santé sexuelle, où ça va être... Parfois, par exemple, un désir de grossesse, ça fait partie parfois des problématiques très urgentes. Ça va être parfois un toit, une manière d'obtenir un titre de séjour. Donc, de bien prendre en compte ça dans nos populations et donc de proposer justement une assistante sociale, de la médiation, enfin voilà, de prendre cette urgence, en tout cas de prendre en charge l'urgence considérée par la patiente et pas nous, notre urgence de santé sexuelle vue par juste notre prisme de Cégide. Donc une des limites aussi, c'est donc les professionnels de santé.
Clairement, on a tous à se remettre un petit peu en question puisque y a un manque de connaissances de la PrEP. Alors, des médecins généralistes, bien sûr, mais aussi, moi j'ai entendu beaucoup de témoignages de patients qui vont faire un bilan PrEP en ville, au laboratoire, et où le biologiste est interpellé par la nature des examens demandés, qui leur demande si c'est des gens qui sont malades. Enfin, il y a une espèce de côté un peu intrusif comme ça, où le patient n'est pas forcément à l'aise. Justement parce que, ou les infirmières qui demandent pourquoi est-ce qu'il y a ce bilan, qui ne comprennent pas. Donc il y a un manque de connaissances générales, je pense, des professionnels de santé qui sont pas dont le cœur de métier n'est pas la santé sexuelle, mais voilà, en laboratoire d'analyse médicale, donc les biologistes, les infirmiers, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Et donc on a beaucoup de patients qui viennent faire leur bilan PrEP au Cégide parce que c'est plus simple, parce qu'on ne leur pose pas de questions, parce que l'infirmière connaît les prélèvements, parce qu'ils font leur auto-prélèvement donc tout seul, et il n'y a pas à attendre que le biologiste ce jour-là soit présent. Enfin bref, des choses qui sont très pratico-pratiques, mais qui peuvent être une barrière dans la prise de PrEP. Donc voilà, et forcément, les médecins généralistes qui sont les médecins en première ligne face à tous les patients et patientes, finalement, si ils ne connaissent pas, ils peuvent pas proposer, informer, et donc parfois les patientes n'arrivent pas jusqu'à nous. Donc dans les perspectives, il y a donc de former les médecins généralistes. Il y a un nouvel outil qui s'appelle Format PrEP qui permet justement gratuitement, et ça valide en plus, je crois, de la formation professionnelle continue pour les médecins généralistes, qui a été mis en place il y a quelques mois, qui se développe pas mal, où on voit que finalement les internes en médecine s'en saisissent. Donc voilà, il se passe quelque chose, mais ça prend du temps. Cet outil n'existait pas. Et là, je n'ai pas les chiffres, mais fonctionne un peu mieux auprès des professionnels. Il y a aussi ce côté territorial, puisque tous les territoires ne sont pas égaux, entre guillemets, dans l'infection par le VIH, donc de prendre spécifiquement, les spécificités des territoires. Et donc ça, ce serait plutôt à nous, je pense, hôpitaux, d'aller rencontrer nos médecins généralistes de notre territoire pour leur expliquer un peu les enjeux qui nous concernent particulièrement. Donc ça, le docteur Penaud, qui est ma co-médecin au centre de dépistage de Montreuil, l'a fait pas mal avec les centres municipaux de santé de Montreuil, donc a fait depuis plusieurs années des formations PrEP, avant format PrEP, pour leur expliquer, et puis d'identifier les populations à risque, dans quel cas informer sur la PrEP. Ce qu'on demande, c'est pas forcément de le prescrire, mais justement d'informer pour que les gens sachent que ça existe. Et donc promouvoir la formation en santé sexuelle de manière plus large, donc pas forcément que les médecins, mais effectivement les infirmières, les nutritionnistes, de manière un peu plus large dans le soin de parler de santé sexuelle. Et donc, aller aussi vers les populations cibles, je pense que ça, on n'a pas le choix que d'aller vers ces personnes qui ne viennent pas spontanément vers nous. Alors, nous, on prend le parti que le but, c'est de ramener les personnes dans le soin, que nous, en tant que médecins ou infirmières, au Cégide, on n'est pas forcément très doués, on n'a pas forcément tous les outils pour aller vers, mais en tout cas, le but, ce serait de s'associer avec des associations qui savent très bien faire ça, qui ont les outils, etc. Et donc de faire plutôt des partenariats avec des associations pour savoir de quoi ils ont besoin, est-ce qu'il y a besoin d'un professionnel de santé ou pas d'ailleurs, et comment est-ce qu'on peut les soutenir dans les actions. S'il y a besoin que nous, on y aille, il n'y a aucun souci. S'ils considèrent qu'ils peuvent très bien faire le boulot sans nous, mais que par exemple, ils ont besoin de techniquer des analyses biologiques ou des TROD, à savoir si un TROD est positif, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut référer vers nous, comment ça se passe. Voilà, donc nous, on promeut plutôt ça. Et justement, avec des partenariats associatifs territorialisés à peu près, pour que ce soit cohérent dans ce qu'on propose. Il y a cette efficacité par le bouche à oreille, puisqu'il y a quelques années,
on était allé faire des maraudes dans le bois de Vincennes où on avait eu des travailleuses du sexe, notamment nigérianes. Et pendant des mois après, au Cégide, on voyait une filière qui arrivait, qui venait à plusieurs, etc. Donc, ce qui est important, ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir du moment où on a arrêté de faire ces actions, elles ne venaient plus. Donc je pense que quand on commence à faire ce genre de choses, notamment les actions hors les murs, il faut continuer il faut renouveler régulièrement les actions pour continuer à avoir ces patientes, puisque à un moment, voilà, on a vu une différence. Donc pour conclure, effectivement, il y a des difficultés à augmenter la part des femmes à risque dans les files actives de PrEP. Donc moi, je veux bien insister sur les femmes à risque et pas les femmes tout court, donc les possibilités de simplifier la prise médicamenteuse n'est pas encore validée, mais on attend les plaidoyers et on serait ravis de ça. Et qu'il faut prendre en compte le caractère vulnérable et précaire de ces femmes, et justement dans les difficultés à rester et à accéder aux soins. Donc ce qu'on sait, c'est que quand on propose et qu'on informe, ça marche, donc il ne faut pas hésiter. Après, est-ce que la PrEP est le seul moyen, en tout cas le seul besoin, je ne sais pas, mais le proposer, ça fonctionne. Voilà. Tu nous avais parlé là tu parles de la précarité des femmes qui est un frein à l'accès à la PrEP, mais dans notre discussion avant, tu nous avais parlé d'une filière de travailleurs du sexe homme qui, eux, prennent la PrEP beaucoup plus facilement. Est-ce que ces travailleurs du sexe homme sont moins précaires ou comment tu expliques que des hommes précaires sont beaucoup plus compliants pour la PrEP, alors que les femmes précaires le sont beaucoup moins? Alors effectivement, on a des travailleurs du sexe hommes qui sont brésiliens. Et en fait, les précarités sont différentes. Déjà, il y a la notion de ces travailleurs du sexe pour qui c'est un boulot un peu assumé. Donc il n'y a pas de secret particulier. Ils ont des niveaux de connaissances qui sont plus importants que nos femmes travailleuses du sexe. C'est pas les mêmes. C'est pas justement dans notre file active, on a 2 femmes travailleuses du sexe qui sont brésiliennes. Donc sociologiquement, je pense que c'est différent des travailleuses du sexe, notamment d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc je pense qu'il y a un côté géographique. Par exemple, on n'a pas de travailleurs du sexe africains, par exemple. Mais on ne pourrait pas dire aussi que ces travailleurs du sexe sont des HSH, en fait. Ils ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Oui. Et qu'en tant qu'HSH, comme tout court, d'abord, ils sont plus informés sur la PrEP. Ils évoluent dans un milieu où l'information circule. Et aussi, leurs modalités de prise sont beaucoup plus faciles que celles des femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, que pour la prise en continu, qui est la seule prise pour les femmes, ce n'est pas la même pour les femmes et les hommes. Pour les femmes, il faut prendre 7 jours avant d'être protégées. Et si elles oublient un jour, il faut qu'elles recommencent tout le calcul, il faut qu'elles reviennent en arrière. Pour les hommes, c'est 2 jours. Les femmes peuvent oublier 1 fois par semaine, alors que les hommes peuvent oublier 3 fois par semaine, donc sans prendre de risques, sans être obligés de prendre le TPE, et que les hommes peuvent arrêter, quand ils veulent arrêter, ils prennent 2 jours, alors que les femmes doivent prendre 7 jours. C'est-à-dire que même pour ce mode en continu, en fait, ce n'est pas la même chose pour les hommes et les femmes, et ce n'est pas la même chose, non pas parce que la façon dont les hommes la prennent est moins efficace pour les femmes, mais ce n'est pas la même chose parce que personne n'a pris le temps de se pencher sur la problématique des femmes. Justement, je pense qu'un des enjeux, c'est on oppose beaucoup hommes et femmes, mais je pense qu'il faut dissocier surtout hétérosexuels et HSH, puisque je pense que même tout à l'heure dans vos chiffres, les hommes hétérosexuels, est-ce que la connaissance de la PrEP
est la même que les hommes HSH, je ne suis pas sûre. Non, Et donc, je pense qu'un des enjeux, et justement, c'est dans les populations cibles, c'est les hétérosexuels, donc hommes et femmes nés en Afrique subsaharienne. Et je pense qu'il y a un vrai déficit de la PrEP, si on veut élargir un tout petit peu de parler des femmes, c'est aux hétérosexuels. Et justement, je pense que les actions, elles sont aussi beaucoup là, puisque, voilà, moi, dans les chiffres que vous avanciez tout à l'heure, j'aurais bien aimé savoir, sur tous les hommes qui vous appellent, combien sont hétérosexuels. 97, on peut dire que 97% sont HSH. Donc il y a 3% d'hétéros, en fait, c'est vrai. Mais chez les hommes hétéros, il y a moins de communication, peut-être, mais des facilités de prise qui sont identiques à celles des HSH. Donc déjà, il y a une étape qui est là. Donc, mais ils sont effectivement beaucoup moins nombreux que les HSH. Et justement, moi, les dernières découvertes de VIH que j'ai eues, qui m'a marquée, c'était en fin d'année dernière. J'ai une dame d'une 50aine d'années, hétérosexuelle, un seul partenaire depuis une 20aine d'années, qui est née en Afrique subsaharienne, mais qui est en France depuis 30 ans, qui a un travail, qui est insérée, qui a un enfant, qui vient parce qu'elle a donc découvert son statut dans les semaines précédentes, fortuitement, avant d'aller se faire opérer pour une pathologie, je ne sais plus, vasculaire. Et il s'avère que cette dame, elle n'avait jamais eu de sérologie VIH depuis sa grossesse, donc il y a facile 20 ans. Et son conjoint était donc infecté, probablement que c'est lui qui l'a contaminé, et son conjoint, donc hétérosexuel africain, une 50aine d'années, qui faisait des voyages régulièrement en Afrique subsaharienne et avait a priori des rapports non protégés là-bas. Et justement, là, quand on parlait de PrEP et femmes, cette femme, quand je la reçois, je me dis comment est-ce qu'on aurait pu évaluer son risque? Comment est-ce qu'on aurait pu prévenir ça? Et finalement, d'elle-même, si elle dit à son médecin généraliste, bah, moi j'ai qu'un seul partenaire, ce qui est la vérité, j'ai pas de... Je rentre, bien sûr qu'elle est née en Afrique subsaharienne, mais elle n'est pas du tout dans des problématiques de précarité, etc. Peut-être qu'on aurait pu lui proposer la PrEP parce qu'elle était avec quelqu'un avec un fort risque de VIH, puisque son compagnon était né en Afrique subsaharienne. Mais c'est très compliqué, quoi. Donc, de dire finalement, peut-être que là, on aurait dû jouer sur l'homme qui va qui va régulièrement au pays et de discuter qu'est-ce qui se passe quand il va au pays, est-ce qu'il a d'autres compagnes, et peut-être mettre de la PrEP à ce moment-là ou de le dépister, parce que ce monsieur n'avait jamais été dépisté finalement. Oui, je voudrais rebondir un peu sur ça. Effectivement, je pense que... Alors, c'est vrai qu'on enchaîne un peu sur la discussion et on n'a pas laissé le ministre des Femmes parler. Mais ce que je voudrais rebondir, parce qu'effectivement, je pense que la problématique vient du fait de la communication initiale de la PrEP. La PrEP a été promue chez les HSH au début, dès le début, avec une forte communication sur PrEP, HSH. Donc, effectivement, le problème de les hétéros, et oui, parce qu'on considérait que le risque, quand on était hétéro en France, né en France, le risque du VIH était faible. Et ce qu'on avait oublié, et je pense que dans la communication initiale, le point sur lequel on ne s'est pas focalisé, c'est les hétéros qui sont en Afrique qui viennent d'Afrique subsaharienne. Vous parlez de l'exemple de cette jeune femme qui a qu'un seul partenaire, mais son partenaire, il est originaire d'Afrique subsaharienne. Or, on sait que la prévalence du VIH, elle est certes sur les HSH, mais également c'est cette population d'Afrique subsaharienne. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit débattre et on doit un petit peu alerter les pouvoirs publics et les décideurs, mais également les associations. C'est quid de la population d'Afrique subsaharienne? Je pense qu'elle a été les oubliés de cette communication de la PrEP. Parce que là, on parle de PrEP femme, mais on aurait pu dire PrEP et hétéro africain. Voilà. Donc, je pense que ça, nous, on l'a déjà aperçu. C'est vrai qu'on n'a pas fait un petit déjeuner, mais on aurait pu en faire. Mais c'est PrEP et migrants
d'Afrique subsaharienne. Et je pense que c'est là le vrai problème. Parce que si les femmes sont moins informées sur la PrEP, c'est aussi parce que c'est des femmes, souvent, quand on regarde, déjà par rapport à celles le profil des femmes que vous avez là, mais également nous, ce qu'on entend. Alors nous, on ne sait pas si elles sont africaines ou pas africaines, parce qu'on ne leur demande pas au téléphone ou par mail, mais souvent on se rend compte que c'est quand même des migrants, des migrantes, et je pense qu'il y a tout un travail à faire, et c'est le rôle de nous aussi, associations, d'apporter ce plaidoyer sur cette thématique-là. Voilà. Bonjour à tous. Oui, du coup, je suis Élise Godec, je suis chargée de mission santé au Bus des femmes, donc une association de santé communautaire, une association qui a été créée par des femmes prostituées pour des femmes prostituées à l'époque où le VIH faisait rage. Du coup, cette association, elle est communautaire dans le sens où elle est composée dans son conseil d'administration de femmes travailleuses du sexe. Du coup, les décisions ne se font pas sans elles. Et dans l'équipe professionnelle, opérationnelle, on est une équipe mixte avec des professionnels du champ social et du champ de la santé et des femmes issues de la communauté, et notamment les animatrices de prévention qui, elles, vont faire les maraudes, ce qui permet d'avoir quand même des retours de terrain au plus près de ce que vivent ces femmes, on va dire. La population que nous, on accompagne, au niveau du sexe, donc on a plutôt des femmes cisgenres à 85%, personnes transgenres à 13% et des hommes cisgenres à 2%. Hommes cisgenres, du coup, HSH. Ce qui est important de noter dans les populations qu'on accompagne, c'est qu'on a vraiment différents types de populations. On a des femmes qui exercent cette activité sans contrainte, de quelque nature que ce soit, ou d'un quelconque tiers. Ce ne sont pas des femmes qui sont maquées. C'est une activité qu'elles exercent et elles militent pour avoir justement plus de droits pour exercer cette activité. Là, dans la population que nous, on accompagne, donc vraiment propre à l'association, c'est généralement des femmes qui ont plus de 50 ans, d'origine française, maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Dans notre association, on ne touche pas les femmes, les jeunes TDS, escortes, étudiantes. Ce n'est pas une population qu'on arrive à toucher, même si on va essayer d'aller vers, notamment avec des maraudes virtuelles. Mais pour le moment, ce n'est pas cette population qu'on a. Et on a également les femmes donc, victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle qui viennent plutôt d'Afrique subsaharienne ou des pays de l'Est, notamment le réseau nigérien. On va avoir beaucoup de femmes au Bois de Vincennes ou à Château-Rouge. Et du coup, des personnes transgenres, elles, qui sont plutôt d'origine d'Amérique latine, qu'on retrouve au Bois de Boulogne. Et qui ne sont pas non plus dans des réseaux qui font quand même cette activité de façon assumée. Du coup, je vais plutôt vous parler des actions que nous, on a pu faire autour du dépistage et la prévention autour du VIH et des IST. Donc, on propose des ateliers de prévention de santé sexuelle collective et individuelle. Donc, on a un bus et un local, donc, ce qui permet de faire ces actions vraiment au plus proche de ces populations, donc du coup directement sur leur lieu d'activité. Et on le fait également au local parce qu'on se rend compte que parfois c'est difficile de faire passer des informations quand ces personnes elles sont sur leur lieu d'activité, qu'il y a des clients qui sont là. Et voilà, donc on essaie d'adapter au mieux nos ateliers. Donc pendant ces ateliers, on parle des moyens de prévention et de protection, du préservatif interne et également externe, de la PrEP, du TPE. On essaie de leur donner des petits dépliants avec vraiment des adresses où elles pourront y aller en toute confiance et sans être jugées. On essaie vraiment de travailler ça pour que ces personnes aient accès aux soins le plus possible. On fait également des dépistages par TROD, donc VIH, hépatite B, hépatite C depuis avril 2022. Et on a essayé de travailler donc, tout un partenariat avec des centres de dépistage, donc notamment avec le centre de Montreuil, qui nous donc propose des autoprélèvements à gonocoque et chlamydia. Nous, on complète cette offre avec des TROD, VIH, hépatite B, hépatite C. Et une semaine après, on amène ces personnes pour un rendu de résultats collectif au centre de dépistage. On a également un partenariat avec le centre, le Cégide de Fernand-Vidal, où là, on propose vraiment le dépistage complet directement en maraude, avec les prises de sang et les autoprélèvements à gonocoque et chlamydia. Et ensuite, une semaine après, rendu de résultats collectifs. Et enfin, avec le checkpoint, où eux, ils viennent directement dans nos locaux. Ils proposent donc une consultation gynécologique
consultation PrEP et un dépistage. Et une semaine après, ils reviennent dans les locaux pour rendre les résultats, traiter les personnes et vacciner si besoin. Et commencer la PrEP si les personnes le souhaitent. Du coup, en quelques chiffres, depuis qu'on a commencé ces actions, on a pu donc dépister 66 personnes en maraudéo local, 45 personnes par TROD et 12 personnes ont pu bénéficier du premier rendez-vous PrEP. Donc c'était uniquement des personnes qui étaient intéressées. Et au niveau des résultats, en fait, on se rend compte que dans tous ces dépistages, il n'y a qu'une seule personne qui vit avec le VIH, qui avait un suivi et qui avait une charge virale qui était indétectable. On a effectué un dépistage positif au VIH par TROD, 3 personnes qui ont été positives à l'hépatite B, 12 infections à gonocoque et chlamydia et une personne positive à la syphilis. Voilà. Du coup, quid de la PrEP chez ces travailleuses du sexe, on se rend compte au final, en les questionnant, en discutant avec elles, que pour la plupart, elles utilisent quand même le préservatif masculin dans la majorité des cas. Et leurs problématiques, elles sont plutôt liées à des ruptures de préservatifs. Et au niveau du TPE et de la PrEP, on se rend compte qu'il y a très très peu de connaissances, qu'elles ont été très peu informées. Et pour certaines, alors c'est pas du tout pour la majorité, mais pour certaines, ouais, elles sont intéressées, c'est quelque chose qui pourrait les rassurer. Donc c'est vraiment important d'informer là-dessus. Et du coup, au fil des discussions lors de ces actions, les freins qui ont pu être remontés par les personnes, ça va dépendre en fait aussi des catégories de travailleuses du sexe, mais pour les femmes dites traditionnelles, quand on leur en parle, elles se sentent un peu stigmatisées. Qu'on puisse leur proposer la PrEP parce qu'elles se disent qu'elles se protègent, qu'elles sont informées du TPE et des risques qu'elles prennent. On se rend compte aussi que c'est difficile pour ces personnes de prendre un comprimé alors qu'elles ne sont pas malades. Ça, c'est un vrai frein. Souvent, on constate aussi que ce sont des femmes qui sont hébergées chez un tiers, chez quelqu'un. Et du coup, il y a une peur en fait, que ce traitement soit découvert, notamment par l'hébergeur. En fait, et du coup, il y a tout le stigma autour du traitement du VIH. Plus simplement, c'est juste la prise du comprimé qui peut être compliquée. Ça, c'est quelque chose qui est remonté assez souvent. Juste de prendre un comprimé, c'était difficile. Et un des freins les plus importants, je reviens sur ce que tu disais Valériane, c'est vraiment la précarité de ces femmes. Effectivement, c'est pas du tout leurs urgences en fait. Ces femmes, elles vivent vraiment au jour le jour. C'est savoir où est-ce que je vais dormir ce soir, savoir qu'est-ce que je vais manger, comment je vais nourrir mes enfants. Et du coup, on se rend compte qu'un suivi médical est très très difficile. Déjà pour les faire revenir pour les rendus de résultats, on perd très souvent une grande partie des personnes. Ça dépend parfois quand il pleut et on les perd toutes. Mais c'est vrai que très souvent, il n'y en a vraiment pas la majorité qui reviennent déjà pour le rendu de résultat. Et du coup, alors qu'elles ont quand même bénéficié d'un dépistage, nous on se dirait, moi personnellement, j'aurais envie de connaître mon résultat. Voilà, on se rend compte que du coup, elles sont dans vraiment d'autres urgences et d'autres urgences de vie, quoi. Et également, quand on discute un peu auprès de ces femmes, pour certaines, il y a une difficulté de compréhension pour l'observance du traitement. C'est des femmes qui ont vécu quand même des traumatismes assez forts et du coup qui sont pas où la compréhension parfois est compliquée et du coup d'essayer de reposer, de les remettre un peu, de leur proposer peut-être un logement, d'avoir une vie un peu plus calme, on va dire, avec un suivi psychologique, ça pourrait permettre aussi à ces femmes d'accéder peut-être plus facilement à ces traitements, mais parfois on se rend compte que, moi quand je les revois après la consultation, souvent elles viennent me revoir, elles ne sont pas forcément compris comment le prendre, que faire en cas d'oubli. On se rend compte que ça peut être vraiment très compliqué pour ces femmes. Et du coup, au vu de tous ces constats, nous, nos actions on va vraiment essayer de continuer à informer ces personnes et d'avoir avec une information plus ciblée sur leur situation, par rapport à leur situation. Faire des actions répétées dans le temps. On se rend compte qu'elles ont souvent besoin d'un temps de réflexion. On va les voir sur une maraude, on va pouvoir parler de la PrEP et on les revoit peut-être 2 mois après au local ou en maraude et elles peuvent revenir sur le sujet. Donc du coup, il faut aussi que l'information fasse son petit bonhomme de chemin et continuer effectivement ces actions d'aller vers pour amener vers le soin parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une grande méfiance des centres de santé par ces femmes
et un sentiment de pouvoir être jugé avec des expériences qui ont pu être un peu compliquées. Et du coup, d'où l'intérêt de vraiment travailler des partenariats. On est assuré que quand on amène ces personnes vers ces centres, elles ne seront pas jugées et du coup, ça ne bloquera pas la suite de la prise en charge, quoi. Voilà un peu les constats qu'on a pu faire sur le terrain.